je t'invite à regarder cette vidéo qui va changer réellement, effectivement, ta vie. Maintenant, comment trouver ses premiers clients ou de nouveaux clients quand on en a déjà, et comment s'appuyer sur ses clients existants pour trouver de nouveaux clients. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis consultant indépendant. J'ai créé ma société de conseil PJB Consulting il y a un peu plus de 5 ans. J'accompagne les entreprises en B2B dans leur développement commercial. Donc je les aide à développer leur chiffre d'affaires en les aidant à définir leur stratégie commerciale, à construire leur plan d'action commercial, à mettre en place ou à optimiser leur organisation commerciale et à optimiser leur performance commerciale. Alors pour réaliser ça, je réalise des prestations d'audit d'organisation, d'audit d'activité commerciale. J'anime des formations inter- ou intra-entreprises, collectives ou individuelles. Je fais du coaching, de l'accompagnement individuel, des dirigeants et des salariés, qu'ils soient commerciaux ou non commerciaux. Et j'ai mis en place récemment une nouvelle offre, qui est une offre de génération de prospects, où je fais de la prospection externalisée pour le compte de mes clients, à partir d'une stratégie d'inbound marketing, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Alors depuis le démarrage de mon activité, j'ai accompagné un peu plus de 150 entreprises et j'ai formé ou accompagné un peu plus de 500 personnes. Alors le sujet du jour, on va le décomposer en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler du marketing de l'offre, qui est un élément fondamental avant de démarrer toute démarche de prospection. Il faut qu'on soit au clair sur son offre. Ensuite, on va évoquer le thème comment trouver ses premiers clients. Et le troisième thème, c'est comment trouver de nouveaux clients en s'appuyant sur ses clients existants. Alors, premier thème, le marketing de l'offre. Alors, le marketing de l'offre, c'est tout ce qu'il faut faire concernant son offre, sa cible, les bénéfices qu'on va apporter à ses clients, ses avantages concurrentiels. Tant qu'on n'est pas au clair là-dessus, ça ne sert à rien de prospecter puisqu'on va perdre beaucoup en efficacité parce que le message ne sera pas clair, ne sera pas audible. Donc, il y a déjà un travail à faire là-dessus. Si vous pensez que vous pouvez encore vous améliorer là-dessus, il y a un travail à faire là-dessus au préalable avant de démarrer toute démarche de prospection. Quelques points très basiques concernant votre offre. Au plus votre offre elle est pointue, au plus elle aura d'impact auprès de votre cible. Si vous dites « je suis consultant en ressources humaines », je fais du recrutement, je fais de la formation, je fais du coaching, je fais gestion du stress, je fais risques psychosociaux, etc. Vous allez être perçu par votre prospect, votre interlocuteur, comme un généraliste qui sait tout faire et donc il est spécialiste de rien. Par contre, si vous dites « voilà, je suis spécialisé dans le recrutement de techniciens dans le secteur de l'industrie et en particulier l'agroalimentaire », là, votre expertise, elle est très pointue, elle est bien identifiée et dès qu'on aura un besoin dans ce domaine-là, on pensera à vous. Donc, premier travail à faire sur votre offre pour qu'elle soit la plus spécifique possible, la plus pointue possible. Vous pouvez avoir plusieurs offres, mais dans ces cas-là, il faut clairement les définir et à chaque fois avec une offre la plus précise possible. Ensuite, le deuxième point qui est important concernant votre offre n'a d'intérêt que si elle répond à un véritable besoin. Il y a d'offres pertinentes que s'il y a un besoin en face, puisque votre offre n'est là que pour répondre à un besoin identifié du marché. Et donc, normalement, la logique, quand on construit son offre, on part d'un besoin identifié sur le marché, et en fonction du besoin qu'on a identifié, on construit l'offre qui va pouvoir répondre au besoin. Donc, posez-vous la question, à partir de votre offre, à quel besoin mon offre répond-elle? Est-ce que j'ai bien identifié une problématique auprès de ma cible? Et est-ce que mon offre va aider cette cible à résoudre cette problématique? Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là nécessaire sur l'offre, il faut identifier votre cible. À qui je destine mon offre? En général, votre offre elle a été construite pour répondre à un besoin bien précis d'une cible identifiée. Et donc, votre cible, elle doit être parfaitement connue. Vous devez être capable de définir précisément quels sont les critères de qualification de votre cible. Alors, il y a un outil qui peut vous aider pour ça. Si vous avez la chance d'avoir déjà des clients, vous prenez votre meilleur client, c'est-à-dire le client avec qui vous faites le plus de chiffre d'affaires ou le plus de marge, ou qui a le plus gros potentiel, ou à qui vous apportez le plus de valeur ajoutée. Ce client, vous définissez quelles sont ses caractéristiques en termes de secteur d'activité, de taille, de zone géographique, de problématiques à laquelle il est confronté, d'organisation, monosite, multisite, centralisé, décentralisé, en termes de qui utilise vos services, vos produits ou vos services, qui les prescrit dans l'entreprise et qui décide. Et vous rajoutez à ces caractéristiques-là toutes les caractéristiques qui sont spécifiques à votre métier.
Et vous avez comme ça la description du profil de client idéal. Et il s'agit ensuite d'identifier quels sont les critères majeurs que vous souhaitez retrouver dans votre cible. Et une fois que vous avez défini les 2-3 critères principaux, vous identifiez les entreprises qui répondent à ces critères. Et ça, c'est une cible. Et vous pouvez refaire le travail 2, 3, 4 fois si vous le souhaitez. Et si vous avez plusieurs offres, vous pouvez faire le travail pour chacune de vos offres. Comme ça, vous aurez une cible qui est parfaitement identifiée. Si votre meilleur client est très satisfait de vos prestations, il y a de fortes chances que toutes les entreprises qui lui ressemblent, donc qui ont les mêmes caractéristiques, soient également très intéressées par votre offre. Alors la cible, bien sûr, elle doit être en cohérence avec l'offre, puisque l'offre n'a de sens que si elle répond à un besoin de la cible. Vous devez vous assurer qu'il y a une bonne cohérence entre l'offre et la cible et que l'offre est bien adaptée à la cible que vous avez identifiée. Et pour ça, vous pouvez construire des couples expertise micro-cible, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 expertises, vous pouvez définir pour chacune des expertises quelle est la cible ou les cibles qu'il faut adresser pour lesquelles l'offre est particulièrement bien adaptée. Et donc vous allez avoir comme ça construire des couples expertise micro-cible qui vont vous permettre de définir vos plans d'action. Concernant ensuite le 3e élément fondamental, le bénéfice client, il est important que vous soyez au clair sur la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre client. Quand vous rencontrez un prospect, que vous lui présentez une offre, le prospect, dans sa tête, il a en quelque sorte une balance. Et pour savoir s'il signe ou pas la commande, il se pose la question, est-ce que le bénéfice que vous allez lui apporter est plus important que le coût de la solution que vous lui proposez? Autrement dit, est-ce qu'il y a un véritable retour sur investissement par rapport à la prestation que vous avez réalisée? Dès qu'il est convaincu que vous allez l'aider à résoudre le problème et que le bénéfice qu'il va en retirer est plus important que le coût de votre prestation, eh bien à ce moment-là, il va se décider, il achète. Quand vous quittez un prospect et puis que le prospect ne signe pas ou ne vous donne pas de réponse, c'est parce que dans sa tête, la balance bouge et il n'y a pas un plateau qui penche nettement du même côté. Et donc vous devez clairement formaliser par écrit quels sont tous les bénéfices que vous allez apporter à votre client, cible par cible, offre par offre, si vous avez plusieurs offres et plusieurs cibles. Tant que vous n'êtes pas au clair là-dessus, vous allez avoir beaucoup de mal à argumenter et c'est ça qui va convaincre le client du bienfait de votre prestation. Et donc, il y a un outil pour ça qui est très simple, qui est la méthode CAP que certains d'entre vous connaissent déjà, qui consiste à décrire les caractéristiques de votre offre d'un point de vue technique, de traduire ces caractéristiques techniques en avantages, toujours d'un point de vue technique, et ensuite traduire ces avantages en bénéfices utilisateurs, donc bénéfices en termes d'usage. L'exemple le plus simple, c'est la bouteille en plastique. Je fabrique des bouteilles qui ont la caractéristique technique d'être en plastique. L'avantage du plastique, c'est qu'il est plus léger que le verre et qu'il est incassable. L'avantage technique. Le bénéfice pour l'utilisateur, plus léger, donc plus facile à transporter, et incassable, et donc il n'y a pas de risque de coupure. Et donc c'est bien ces bénéfices-là utilisateurs que je vais mettre en avant pour convaincre le bénéficiaire d'acheter des bouteilles en plastique plutôt que des bouteilles en verre. Donc je vous invite à, pour votre offre, pour chacune de vos offres, à décrire les caractéristiques techniques de votre offre et ensuite à essayer de les traduire en avantages techniques et puis ensuite en bénéfices d'usage. Dernier point important, votre positionnement. On a parlé de l'offre, de la cible, du bénéfice client. 4e point important dans le marketing de l'offre, c'est votre positionnement qui doit être différenciant. Quelle est votre touche magique? Quel est votre avantage unique qui fait qu'on va faire appel à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Si je prends l'exemple d'un coach, on connaît tous des coachs, il y a beaucoup de coachs. Si je vous dis je suis coach, moi je connais des dizaines de coachs, qu'est-ce qui fait que je vais vous recommander vous plutôt qu'un autre? Par contre, si vous me dites voilà je suis coach spécialisé dans l'équi-coaching, c'est-à-dire que je fais mes séances de coaching avec les chevaux, avec telle méthodologie bien particulière, mais là vous êtes déjà beaucoup plus différenciant. Et pour peu que vous me dites que vous êtes un passionné d'équitation, que vous avez un certain niveau, etc., et qu'il y a un certain nombre de participants qui ont beaucoup évolué grâce à ces séances d'équi-coaching, eh bien j'aurais plutôt tendance à vous recommander, si quelqu'un me dit je cherche un coach, mais avec une approche un petit peu différente, un petit peu originale de ce qu'on rencontre partout. Un élément, un moyen de se différencier, c'est la stratégie de l'Océan Bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire ce livre qui donne un certain nombre d'exemples d'entreprises qui ont mis en place une stratégie d'Océan Bleu. La stratégie d'Océan Bleu, c'est quoi?
La stratégie de l'Océan Bleu part du principe qu'on est sur un marché qui est concurrentiel, qui est hyper concurrentiel, vous êtes entouré de requins et les requins s'entretuent. Et donc l'océan devient rouge de sang, hein, rouge du sang des cadavres. Et la stratégie de l'Océan Bleu consiste à quitter cet océan pour aller dans un océan bleu, pour lequel il n'y a aucun concurrent, sur lequel vous avez un nouveau marché à développer, pour lequel il n'y a aucune concurrence. Alors je ne vais pas développer toute cette stratégie-là, mais ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que dans l'océan rouge, vous agissez sur des marchés qui existent. L'océan bleu, on va créer des marchés qui sont vierges. L'océan rouge, l'objectif c'est de battre les concurrents. L'océan bleu, on met les concurrents hors jeu. L'océan rouge, on exploite la demande existante. L'océan bleu, on crée et on capture une nouvelle demande. L'océan rouge, on obtient le meilleur rapport qualité-prix. C'est toujours moins cher pour toujours plus de qualité, toujours plus de services. Dans l'océan bleu, on casse cette logique cercle qualité-prix. Et dans l'océan rouge, enfin, on poursuit une différenciation ou des prix bas. Alors que dans l'océan bleu, on crée à la fois une différenciation et des prix élevés. Hein, donc je vous invite à lire le livre si vous êtes intéressé. C'est complexe à mettre en œuvre cette stratégie, mais si vous arrivez à trouver, à vous inspirer de cette méthode pour vous différencier, ça pourra grandement vous aider. Alors votre pitch pour terminer, hein, quand vous vous présentez à n'importe qui, que ce soit un prospect, que ce soit un prescripteur dans une démarche réseau, bref, des personnes qui vont vous aider à trouver des clients, il faut que votre pitch soit percutant, c'est-à-dire que vous soyez clairement identifié comme étant l'expert dans votre domaine pour pouvoir être recommandé. Si vous avez un pitch percutant où la personne qui vous écoute vous identifie bien concernant votre expertise, votre cible, eh bien à ce moment-là, vous pourrez être recommandé beaucoup plus facilement. Donc vous devez, quand vous vous présentez, hein, quand vous faites votre pitch, avoir une présentation très courte, en 30 secondes, où on va retrouver les 4 éléments. Vous devez être capable d'exprimer en une phrase « Ma société développe une offre claire pour aider une cible clairement identifiée à résoudre un problème avec notre avantage unique ou notre touche magique ». C'est important d'avoir ces 4 éléments-là parce que quand vous allez présenter votre activité à quelqu'un, il ne va pas tout retenir, il va retenir seulement quelques éléments. Donc il va peut-être tilter lui sur l'offre ou sur la cible, ou sur le problème, le bénéfice client, ou sur votre touche magique. Et c'est ces mots-là qu'il va retenir et qui va faire qu'il va pouvoir penser à vous ou qu'il va pouvoir vous recommander. Donc faites très attention aux mots que vous utilisez, chaque mot a son importance hein, dans ce pitch-là, pour que ça ait le maximum d'impact. Et surtout, bénissez les termes techniques, utilisez des mots compréhensibles par tous, hein, y compris ceux qui ne connaissent pas votre métier. Un type d'exemple, ça peut être ça. PJB Consulting forme et accompagne dans leur prospection commerciale, ça c'est l'offre. Les prestataires de services aux entreprises de la métropole lilloise de 0 à 20 salariés, ça c'est une cible. Pour les aider à trouver rapidement de nouveaux clients, ça c'est le bénéfice client. En utilisant une méthodologie adaptée à leur métier, structurée, simple et efficace, qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 150 entreprises, ça c'est la touche magique, hein, l'avantage concurrentiel. Une fois que vous êtes au clair sur le marketing de l'offre, donc vous voyez qu'il y a un travail à faire, mais qui est important pour avoir le maximum d'impact. Une fois que vous avez fait ce travail préalable, vous allez pouvoir attaquer votre prospection commerciale pour trouver vos premiers clients. Premier point important, il est important quand on entame une démarche de prospection commerciale de se fixer des objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être à chacun des niveaux. Donc là, vous avez ici concrètement la décomposition du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, ce n'est rien qu'un nombre de clients multiplié par un nombre de commandes par client, hein, la récurrence, la fidélisation, multiplié par un panier moyen de la commande. Fixez-vous un objectif de chiffre d'affaires et définissez les différents paramètres. Si vous ne savez pas poser des hypothèses, hein, il me faut combien de clients pour faire mon objectif de chiffre d'affaires compte tenu de la récurrence possible et du panier moyen de la commande. Et ensuite, pour avoir ces clients, vous allez devoir faire des devis. Et pour faire ces devis, vous allez avoir besoin de rendez-vous. Pas forcément en présentiel, mais de contact. Et donc là, il va y avoir aussi des taux de transformation, des rendez-vous en devis et des devis en commande. Et donc là également, posez-vous des hypothèses ou fixez-vous un objectif de taux de transformation. Dans le B2B, en moyenne, le taux de transformation entre les rendez-vous et les clients est de 25%. Si vous avez fait un gros travail en amont sur votre offre, sur votre cible, votre taux de transformation va monter. Donc posez
les chiffres, d'accord? Parce que ça va être votre feuille de route, ça va être vos objectifs, ça va être vos indicateurs. Et du coup, plutôt que de vous concentrer sur l'objectif chiffre d'affaires en valeur, vous allez vous concentrer plutôt sur le haut, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous. Combien de rendez-vous je dois avoir pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires? Et du coup, vous pouvez piloter semaine après semaine le nombre de rendez-vous que vous avez pour savoir si vous êtes dans la bonne direction et si vous allez vers votre objectif. Et vous allez également suivre chacun des indicateurs pour voir si vous êtes dans la bonne direction. Et si vous vous écartez de vos objectifs, et bien à ce moment-là, menez des actions pour corriger le tir. Si le taux de transformation n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas assez de récurrence au niveau de mes clients, qu'est-ce que je fais? Si le panier moyen de ma commande est trop faible, qu'est-ce que je fais? Sur quel levier je dois agir pour avoir le maximum d'effet? Alors, en termes de stratégie de prospection, il y a 2 stratégies qui sont possibles. La première stratégie, qu'adaptent en général les créateurs d'entreprises, ils cherchent à se faire connaître parce qu'ils ne sont pas connus, donc ils cherchent à développer leur notoriété, leur visibilité. Et donc, dans ces cas-là, ils vont chercher à avoir le maximum de rendez-vous, ou le maximum de contacts, mais peu importe si ces contacts ne sont pas très qualifiés, parce que leur objectif, c'est de se faire connaître, c'est de développer leur visibilité. Donc, ils vont avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contacts, mais avec un taux de transformation qui sera faible, puisque les prospects ne seront pas très qualifiés. Deuxième stratégie qu'on utilise quand l'entreprise existe déjà depuis quelques années et qu'on cherche à optimiser son activité commerciale, eh bien dans ces cas-là, on va prendre rendez-vous avec son interlocuteur que s'il est très qualifié. Très qualifié, ça veut dire que je suis quasiment sûr en allant au rendez-vous que je vais ressortir de là avec une proposition à faire et que si je me débrouille bien dans mon entretien en face à face, j'ai de bonnes chances de convertir cet entretien en commande, ce rendez-vous en commande, puisqu'il y a des véritables besoins en amont. Et dans ces cas-là, je vais avoir un taux de transformation élevé. À vous à choisir la stratégie qui vous convient. On ne peut pas faire les deux en même temps, donc il faut être très clair sur son objectif. Alors, un prospect qualifié, c'est quoi? C'est une entreprise qui est dans votre cible, j'en ai parlé juste avant. Vous avez rendez-vous avec le bon interlocuteur. Donc, réfléchissez bien dans votre démarche de prospection qui je dois rencontrer. Est-ce que je dois rencontrer l'utilisateur de mes services? Est-ce que je dois rencontrer le prescripteur dans l'entreprise, celui qui va me recommander, l'expert? Ou est-ce que je dois rencontrer le décideur parce qu'il faut absolument que j'ai l'info sur le budget? Dans les grandes entreprises, on est quelquefois amené à rencontrer les trois. D'abord les utilisateurs pour bien comprendre les besoins. Ensuite le prescripteur pour faire du lobbying, pour montrer qu'on est vraiment expert et pour améliorer son offre d'un point de vue technique pour qu'elle réponde parfaitement bien aux besoins du client. Et ensuite le décideur, parce qu'il faut signer à un moment donné, et c'est lui qu'on a besoin de rencontrer pour le convaincre qu'il y aura un véritable retour sur investissement. Si vous avez comme client des TPE, en général, c'est le dirigeant qui fait tout ça lui-même, et donc vous avez un seul interlocuteur. Un prospect qualifié, c'est une entreprise qui a un besoin identifié à court terme, qui est prête à consacrer un certain budget pour satisfaire ce besoin, qui a un potentiel de développement, ça ne va pas être un one-shot, vous allez avoir possibilité d'avoir de la récurrence ou de nouvelles prestations ultérieurement dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Votre offre répond bien sûr précisément aux besoins identifiés, elle est très pertinente par rapport aux besoins, et le prospect répond à vos critères spécifiques, tous les critères que vous aurez définis. Si tous ces voyants-là sont au vert, vous pouvez prendre un rendez-vous, et il y a de fortes chances que ce rendez-vous se transforme en devis et en commande. Si tous les voyants ne sont pas au vert, à vous à apprécier si c'est opportun ou non de prendre rendez-vous. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail de qualification à faire quand on prospecte. On rencontre des entreprises. Si la cible est bien définie, on est déjà certain d'être dans la cible et d'avoir une offre qui répond aux besoins. Mais ensuite, vous devez vous assurer que l'entreprise est suffisamment qualifiée pour prendre rendez-vous, pour optimiser vos taux de transformation. Alors ensuite, il faut construire votre plan d'action commerciale. Donc il faut, pour chacune des cibles que vous aurez définies, pour chacune des offres que vous aurez construites, définir des actions commerciales que vous allez mettre en œuvre pour toucher la cible, pour réussir à lui vendre vos prestations. Et donc pour chacune des actions, vous allez définir quel canal de vente vous souhaitez utiliser, quel objectif vous vous fixez en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, en termes de nombre de rendez-vous, et quels moyens vous allez mettre en œuvre en termes de temps, moyens humains, moyens financiers, moyens en termes d'outils, techniques, etc. Et enfin, quand vous mettez en œuvre une action commerciale, il faut vous poser un certain nombre de questions. Quels sont mes objectifs? Quel budget je souhaite consacrer à cette action? Comment je vais piloter cette action? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour suivre l'avancement de l'action
et pour mesurer les résultats par rapport à mes objectifs, faire un bilan de l'action quand l'action est terminée. Quel résultat j'ai obtenu? Est-ce que c'est conforme à mes objectifs? Quelle action correctrice je dois mettre en place? Quelle organisation je dois mettre en place pour mettre en place cette action? Et enfin, construire un rétro-planning si c'est nécessaire, parce qu'une action demande de la préparation et un suivi. Et donc, planifier ça dans le temps pour que votre plan d'action commerciale soit structuré. Une fois que vous avez fait ce mind mapping et qu'il est construit sous cette forme-là, vous avez votre plan d'action commercial pour l'année en cours. Plan d'action que vous allez actualiser régulièrement en fonction des événements, de l'évolution de votre offre, de votre cible, et puis des résultats que vous obtiendrez. Et je vous invite à faire une fois par an un bilan, à faire sous forme de mind mapping un bilan de votre année, la répartition de votre chiffre d'affaires par typologie de clients, par typologie de prestations, par canaux de vente, etc., pour voir comment vous avez construit votre chiffre d'affaires et comment vous souhaitez le faire évoluer pour l'année 2017 en l'occurrence. Donc ça, vous pouvez le faire pour 2016, c'est intéressant. Je vous invite à chaque fois que vous mettez en place une action commerciale à mesurer les résultats de cette action, donc mettre en place les outils de mesure, à analyser les résultats. Est-ce que mon objectif a été atteint? Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas été atteint? Pourquoi? Et de prendre des décisions par rapport à ça et de mettre en place de nouveau l'action. Ce n'est pas parce que vous mettez en place une action, quelle qu'elle soit, de prospection téléphonique, d'emailing, participer à un salon, animer une conférence, etc., et que vous n'avez pas les résultats attendus, que l'action n'est pas bonne et qu'il faut l'arrêter. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être un certain nombre de paramètres à changer. C'était peut-être la cible qui n'était pas la bonne, c'était peut-être l'offre que vous avez mise en avant qui n'était pas adaptée à la cible, c'était peut-être le moment où vous avez lancé l'action qui n'était pas opportun, c'est peut-être les canaux de communication que vous avez utilisés qui n'étaient pas les bons. Bref, il faut vous poser les questions et modifier les paramètres et retester l'action pour voir s'il y a de meilleurs résultats. Et c'est par itération successive comme ça que vous arriverez progressivement à trouver les actions qui ont le plus d'impact et comment il faut les mener. Donc ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est un travail qui est nécessaire d'expérimentation pour trouver la meilleure stratégie commerciale possible. Ensuite, concernant les moyens de prospection, il faut qu'ils soient adaptés à votre cible et à votre offre, bien sûr. Si par exemple je prospecte les créateurs d'entreprises, eh bien, je vais plutôt fréquenter des salons comme le salon Créer, je vais plutôt chercher à faire des partenariats avec les structures d'accompagnement qui accompagnent les créateurs d'entreprises. Je vais essayer de graviter autour des environnements que côtoient, que fréquentent les créateurs d'entreprises. Et ce qui est important, c'est que les moyens de prospection, il faut en mener plusieurs en parallèle. Il ne faut pas dire je vais faire que du téléphone ou je vais faire que des salons ou que des conférences. Votre chiffre d'affaires, vous allez le développer en combinant plusieurs moyens de prospection à des intensités variables selon le moment où vous vous trouverez et selon l'effort que vous aurez à fournir. Alors les différents moyens de prospection, il en existe une multitude. L'objectif de l'atelier, ce n'est pas de vous décrire en détail tous les moyens de prospection, mais c'est de vous expliquer la logique. Globalement, il y a deux grandes catégories de moyens de prospection possibles. Il y a la première catégorie qui est l'inbound marketing. L'inbound marketing, qu'on appelle aussi content marketing, va consister à faire en sorte que le prospect vienne à vous. Donc que vous ayez des appels entrants. Comment? En faisant de la diffusion de contenu, en ayant une stratégie de contenu. Vous allez diffuser, vous allez communiquer sur votre expertise auprès d'un certain nombre de canaux pour vous faire connaître, votre expertise, pour que les gens comprennent bien quelle est votre expertise et en quoi elle peut leur être utile. Donc vous allez générer des flux en continu, d'accord, qui vont vous générer des appels entrants. Alors, ça fonctionne si ça joue sur un gros volume, c'est-à-dire que vous allez diffuser auprès d'un gros volume de personnes, donc ça ne sera pas très ciblé, pas très qualifié. Donc vous allez recevoir beaucoup de leads en amont que vous allez qualifier ensuite pour vérifier qu'ils répondent à vos critères. Et les leads les plus qualifiés, eh bien, vous allez les approfondir, les plus intéressants, vous allez chercher à obtenir un rendez-vous. Alors comment diffuser votre expertise? Vous pouvez avoir des blogs d'entreprise, vous pouvez faire un livre blanc, vous pouvez animer des conférences, vous pouvez faire des vidéos, alors conférences en présentiel comme aujourd'hui ou conférences sur le web. Vous pouvez publier des vidéos. Vous pouvez faire des actions publicitaires, vous pouvez développer vos réseaux physiques pour être connu comme expert et être recommandé par vos pairs, et vous pouvez diffuser votre expertise auprès des réseaux sociaux. Donc il existe une multitude de moyens. Et deuxième stratégie de prospection qu'il faut mener en parallèle de la première, c'est la stratégie d'outbound sales, où là je ne n'attends pas que le prospect vienne à moi, je vais vers le prospect,
Et donc, vous l'aurez compris, je vais aller vers des prospects qui sont qualifiés par rapport à une cible clairement identifiée. Donc, ça va être très qualifié. Je vais avoir un volume qui va être beaucoup moins important puisque je vais mener des actions très précises, qui seront plutôt des actions de court terme. Et cette stratégie de prospection ciblée, l'objectif, c'est de générer des leads très qualifiés sur le court terme. Quand j'envoie une campagne d'emailing, je l'adresse à une cible bien précise, c'est une action ciblée. Si je fais de la prospection téléphonique auprès d'une cible très précise, c'est une action très ciblée. Si je fais de la prospection de terrain et que je me déplace sur le terrain pour aller à la rencontre des entreprises en faisant du porte-à-porte, c'est une action très ciblée. Quand j'organise un salon, je vais organiser un salon dans un environnement où il y aura un grand nombre de prospects ciblés, si j'organise par exemple des opérations portes ouvertes. Donc à vous à identifier parmi tous les moyens de prospection qui existent, quels sont ceux qui conviennent à votre offre, à votre cible, et puis qui conviennent également, qui vous conviennent à vous en termes de personnalité, en termes de démarche. On n'est pas forcément à l'aise avec tous les moyens de prospection. Pour que votre prospection soit efficace, il faut choisir des moyens de prospection avec lesquels vous serez à l'aise et avec lesquels vous serez performant. Et à vous de faire le cocktail de tous ces moyens-là. Et c'est la combinaison de tous ces moyens de prospection qui vont vous permettre de générer des appels entrants, d'être identifié comme expert et donc d'avoir de plus en plus de rendez-vous qualifiés. Alors la prospection téléphonique, il y avait dans vos questions une question sur comment faire pour que ma prospection téléphonique soit efficace. La prospection téléphonique peut être efficace, okay, ce n'est pas le moyen le plus facile, mais elle peut être efficace à un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut vous fixer un objectif en termes de nombre de rendez-vous que vous souhaitez avoir et planifier votre phoning, c'est-à-dire vous bloquer des plages horaires sur la semaine dans votre agenda pour téléphoner. Les jours les plus favorables pour faire du phoning, c'est le mardi et le jeudi en général. On évite les autres jours et en fonction de votre interlocuteur, adaptez vos horaires d'appel par rapport à sa fonction. Un dirigeant de TPE, on sait qu'ils sont plus facilement joignables tôt le matin ou tard le soir, ou entre midi et 2, et si vous avez la chance d'avoir son portable, il sera plus facile à joindre. Vous devez ensuite définir le type de rendez-vous que vous souhaitez. J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est juste un rendez-vous découverte pour présenter votre offre ? Le prospect ne sera pas très qualifié. Ou c'est uniquement un rendez-vous si vous avez identifié un besoin et que vous cherchez à répondre à ce besoin-là. La démarche de phoning ne sera pas la même. Vous devez avoir un fichier de prospect qui est très ciblé. Donc par rapport à vos critères de ciblage que vous aurez définis en amont, de construire votre fichier de prospect de manière très ciblée. Vous pouvez acheter des fichiers, vous pouvez utiliser les bases de données des chambres de commerce. Il y a un site qui s'appelle nordpasdecalais.net qui vous permet d'avoir accès à toutes les entreprises de la région, de faire des sélections des tris et vous pouvez même consulter jusqu'à 20 fiches gratuitement par jour. Il existe un certain nombre d'annuaires professionnels que vous pouvez vous procurer gratuitement. Donc à vous à voir comment vous allez construire vos fichiers de prospects. Et il y a un outil de suivi, même si c'est un simple fichier Excel, mais un outil de suivi qui va vous permettre de suivre vos opérations de phoning. Quand j'appelle quelqu'un, à chaque fois, je note ce qui s'est passé suite à l'appel et je garde l'historique de tous les échanges que j'ai eus avec mon prospect, que ce soit par téléphone, par mail, par messagerie, par réseaux sociaux, etc., pour avoir vraiment l'historique du contact, pour pouvoir suivre mon prospect. Il faut travailler en continu et non par intermittence, parce que quand on fait de la prospection téléphonique, on va avoir des gens qui ne seront pas joignables, donc il faudra rappeler. On a des gens qui nous diront « rappelez-moi tel jour à telle heure », et donc il faut les rappeler. Et donc ça suppose ça de travailler vraiment en continu. Ensuite, il faut, c'était l'une des questions que j'ai eues également, avoir un mental positif. Quand vous appelez, vous devez vous dire « je vais appeler une personne que je vais aider à résoudre un problème ». En l'appelant, je vais lui rendre service. Je vais l'aider à solutionner un problème qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Donc vous venez vraiment comme offreur de solutions pour aider la personne à résoudre un problème et non pas quelqu'un qui vient déranger quelqu'un qui n'attend rien, que vous allez embêter. Si vous partez avec ce mental-là positif, vous avez beaucoup plus de chances d'être convaincant au téléphone et d'obtenir le rendez-vous que si vous vous dites « c'est ma corvée de la semaine, ça va me prendre 2 heures, mais ça va être 2 heures insupportables ». Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites-le pas. Vous pouvez sous-traiter ces actions-là de prospection téléphonique. Il y a plein de sociétés qui font de la prise de rendez-vous par téléphone. Ensuite, quand vous appelez, alors surtout quand vous appelez parce que vous avez été recommandé par un prescripteur, il faut savoir que quand vous êtes recommandé par quelqu'un, vous arrivez à obtenir le rendez-vous dans 80% des cas. Donc quand vous avez un prospect en ligne de mire
et qu'il vous intéresse vraiment, vous savez qu'il a un besoin auquel vous pouvez répondre, cherchez vraiment à être recommandé, utilisez les réseaux sociaux pour savoir avec qui cette personne est en contact et parmi ces personnes-là, qui peut vous recommander auprès d'elle. Même si ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, par rebond, vous pouvez obtenir un rendez-vous. Si vous appelez M. Dupont en disant « je vous appelle de la part de Mme Durand », que vous n'avez jamais vue, mais dont vous avez eu le nom, d'accord, ou qui vous a été recommandé par quelqu'un, rien que le fait de l'appeler de la part de Mme Durand, il connaît très bien Mme Durand, et il va se dire, s'il m'appelle de sa part, c'est qu'il y a un intérêt, et donc je vais prendre l'appel, et je vais accepter le rendez-vous. Ensuite, vous devez, au téléphone, être centré sur votre interlocuteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dérouler votre offre, okay, il faut s'intéresser à lui et à ses besoins. Donc, soyez très centré sur son interlocuteur, essayez d'identifier quelle est sa personnalité pour s'adapter à son mode de fonctionnement, et cherchez à identifier quels sont ses besoins. Ensuite, ayez une présentation claire et accrocheuse au téléphone. On en a un peu parlé tout à l'heure. Utilisez les techniques pour passer les barrages des secrétaires. Il existe une multitude de techniques pour passer les barrages. À vous de choisir la bonne. Préparez en amont le traitement des objections. Vous allez avoir des objections au téléphone. Les plus courantes, c'est « j'ai pas le temps »,« je ne suis pas intéressé »,« j'ai déjà un prestataire ». Préparez vos réponses à ces objections. Et ensuite, qualifiez le prospect au téléphone. Profitez d'avoir le prospect au téléphone pour lui poser un certain nombre de questions, pour le qualifier par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et pour faire en même temps la découverte des besoins, pour lui poser quelques questions, pour poser des jalons, pour voir si c'est opportun pour vous de prendre ou non un rendez-vous. Et ensuite, tenez des statistiques d'appel, parce que la prospection téléphonique, c'est quelque chose d'ingrat. Donc fixez-vous un objectif de nombre d'appels à faire, par exemple, sur une période donnée, et notez à chaque fois ce qu'il est résulté de l'appel. Est-ce que j'ai eu « ne répond pas »,« barrage secrétaire », j'ai eu le bon contact au téléphone, j'ai eu un rendez-vous. Faites-vous des statistiques, ce qui va vous permettre de quantifier un petit peu combien d'appels vous devez passer pour avoir un rendez-vous, et donc d'identifier le temps que vous allez devoir passer pour générer le nombre de rendez-vous dont vous avez besoin, dont on a parlé au début. Alors vous pouvez faire la prospection de terrain, la prospection téléphonique. La difficulté, c'est que les gens ne sont pas facilement joignables. La prospection de terrain consiste à cibler une entreprise ou une zone d'activité et à aller dans l'entreprise, rencontrer l'hôtesse d'accueil, la standardiste, l'assistante, lui présenter très brièvement votre offre et lui demander d'être mis en relation avec le bon interlocuteur. Deux choses l'une, où l'interlocuteur est présent et vous pouvez le voir 1 ou 2 minutes juste pour vous présenter et éventuellement obtenir un rendez-vous, ou l'interlocuteur n'est pas disponible et à ce moment-là, vous laissez vos coordonnées, vous essayez de prendre les coordonnées de l'interlocuteur pour pouvoir le rappeler ultérieurement. Dans certains métiers, ça fonctionne très bien, notamment tous ceux qui sont dans les métiers du bâtiment et du visuel. J'ai besoin de voir l'entreprise, son environnement pour savoir si ma prestation peut être intéressante. Donc tous ceux qui sont dans le bâtiment, clairement, sont intéressés par ce type de démarche, mais pas que. Moi, j'ai vu une fois quelqu'un qui faisait du transport de petits colis, démarcher tous les magasins Decathlon un par un pour leur proposer la livraison à domicile de, vous savez, des engins de fitness. Et c'est comme ça qu'il a décroché un magasin, 2 magasins, 3 magasins, 4 magasins, puisque la décision se prenait au niveau du magasin. Les réseaux. Quand on est dans les métiers de la prestation de services aux entreprises, il faut absolument utiliser les réseaux qui sont, de mon point de vue, le moyen de prospection numéro 1 pour trouver ses clients. Alors, dans les réseaux, dans la démarche réseau, vous devez identifier les réseaux qui sont pertinents par rapport à votre offre et à votre cible. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Il existe une multitude de réseaux. À vous à choisir les réseaux qui vous conviennent par rapport à ce que vous voulez mettre en avant et à qui ça s'adresse. Alors, dans la démarche réseau, et ça c'est valable aussi bien au niveau des réseaux physiques qu'au niveau des réseaux sociaux, quand vous allez à une démarche réseau, comme aujourd'hui, vous ne devez pas forcément chercher à identifier parmi les personnes présentes quels sont les prospects potentiels. L'objectif, c'est de montrer votre expertise et de voir en quoi les personnes présentes peuvent vous aider à vous rapprocher de vos cibles. Donc le principe, c'est quoi? C'est que vous allez construire votre réseau de telle sorte que les personnes qui sont en contact direct avec vous, les contacts de niveau 1, vont pouvoir vous mettre en relation avec le prospect. Donc on va en général construire son réseau avec des personnes qui ont la même cible que la nôtre, qui sont dans la même zone géographique,
qui ont la même cible et qui ont des expertises complémentaires, d'accord, ou assez proches. Parce que ces personnes-là, si elles ont la même cible que la nôtre, eh bien, elles vont pouvoir nous recommander si elles entendent parler d'un besoin auquel elles ne peuvent pas répondre. Et ensuite, vous allez, par les niveaux successifs, réussir à rentrer en contact avec votre prospect. Donc si par exemple, je suis en contact avec quelqu'un qui est en niveau 1, je peux regarder sur les réseaux sociaux quels sont ses contacts de niveau 2, et peut-être que dans ces contacts de niveau 2, je vais trouver des prospects potentiels intéressants pour moi. Et donc à ce moment-là, il sera très facile de me demander à mon contact de niveau 1 de me donner leurs coordonnées, de me faire recommander et d'obtenir un rendez-vous. Ou bien je vais identifier dans les niveaux 2 des personnes qui, elles, vont pouvoir me mettre en relation avec un prospect. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, par niveau successif, me faire recommander par le niveau 2 auprès du niveau 3. Autre démarche inverse que vous pouvez avoir, vous partez des prospects que vous avez identifiés, vous regardez sur les réseaux sociaux avec qui sont en contact direct ces prospects-là, et ensuite vous remontez pour voir leur contact direct avec qui ils sont en contact et comment vous pouvez réussir à remonter et à entrer en relation avec eux. Ça, c'est un moyen très efficace qui prend du temps. Construire un réseau, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs années, mais si votre réseau est qualitatif, il va produire de plus en plus de recommandations, il va vous recommander de plus en plus et il va vous générer de plus en plus de rendez-vous. Alors pour que le réseau fonctionne, il faut que ce soit réciproque, c'est-à-dire qu'il faut que vous donniez des recommandations et que vous receviez des recommandations. Il faut chercher à donner avant de recevoir. Si vous n'êtes là que pour recevoir des recommandations, ça ne fonctionnera pas dans la durée. Les réseaux physiques, j'en ai parlé. Les réseaux sociaux, c'est un outil fantastique aujourd'hui pour identifier des cibles, pour qualifier les cibles. Utiliser les moteurs de recherche des réseaux sociaux comme Viadeo ou LinkedIn pour identifier les cibles, identifier les interlocuteurs et rentrer en contact avec eux grâce à la chaîne que je vous ai montrée précédemment. Concernant l'entretien de prospection, on ne va pas trop le développer, mais juste quelques éléments essentiels à savoir concernant l'entretien de prospection. Vous devez vous adapter à la personnalité de votre interlocuteur. Donc, selon sa personnalité, selon que c'est quelqu'un qui est plutôt assez direct, qui va aller droit au but, ou quelqu'un qui est plutôt dans la créativité, dans l'innovation, dans la nouveauté, ou quelqu'un qui est très rationnel, très méthodique, très analytique, ou quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'empathie, dans le bien-être, dans la bienveillance à l'autre, eh bien vous allez chercher à adapter votre communication verbale et non verbale par rapport à sa personnalité. Alors, si ça vous intéresse, j'anime un webinaire sur ce sujet-là début février. Ça, c'est ce dont je vous parlais. Le webinaire début février, c'est comment utiliser l'outil Success Insight, les couleurs, pour identifier la personnalité de son interlocuteur et s'adapter à lui en termes de communication verbale et non verbale. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'anime un webinaire début février à ce sujet-là. Point fondamental de l'entretien de prospection, il faut écouter, écouter, écouter. Si j'ai qu'un conseil à vous donner, l'entretien, vous devez écouter 90% de votre temps et ne parler que 10% de votre temps. Vous allez parler tout au début pour vous présenter rapidement, puis vous allez lui laisser la parole pour qu'il vous parle de lui, qu'il vous parle de son entreprise, qu'il vous parle de ses problématiques, qu'il vous parle de ses projets, de ses besoins. Et tout à la fin, vous allez faire une reformulation pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'il vous a dit et pour lui proposer un rendez-vous pour venir lui présenter votre proposition. En général, ceux qui échouent dans les entretiens de prospection, c'est parce qu'ils parlent beaucoup trop. Ils ne laissent pas la place à leur interlocuteur. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre interlocuteur. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il attend? Ensuite, il est important, pendant l'entretien, régulièrement de reformuler pour être certain d'avoir bien compris ce que votre interlocuteur vous dit. Vous allez lui poser beaucoup de questions et en tant qu'expert, vous allez faire des interprétations. C'est-à-dire que vous allez vous dire, s'il me dit ça, ça veut dire ça, s'il me dit ça, ça veut dire ça, s'il me dit ça, ça veut dire ça. Et donc, vous risquez de faire des mauvaises interprétations et donc, du coup, d'avoir une mauvaise vision de son besoin et du coup, derrière, de faire une proposition qui n'est pas adaptée à son besoin, qui va être refusée. Donc, reformulez régulièrement pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'a voulu dire votre interlocuteur. Et enfin, dernier point important, quand vous faites une proposition, il faut la présenter en face à face. Le taux de transformation des propositions présentées en face à face est 5 fois plus élevé par rapport aux propositions envoyées par mail. Okay, donc n'ayez pas peur de prendre rendez-vous pour présenter votre proposition. Normalement, premier entretien, je fais la découverte des besoins,
je prends rendez-vous pour le deuxième entretien, je présente ma proposition. Si pour des raisons matérielles ou financières, vous ne pouvez pas présenter la proposition en face à face parce que l'interlocuteur est trop loin, à ce moment-là, fixez-lui un rendez-vous par Skype, d'accord, pendant lequel vous allez lui présenter en direct votre proposition et il pourra réagir, vous pourrez répondre à ses questions. Parce que si vous l'envoyez par mail, vous ne savez pas comment il réagit. Est-ce qu'il a ouvert le mail? Est-ce qu'il a lu votre proposition? Est-ce qu'il l'a comprise? Est-ce que c'est OK par rapport à ses besoins? Est-ce qu'il a des questions? Tout ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il faut absolument avoir un échange avec lui. Alors, comment trouver de nouveaux clients grâce à vos clients existants? Si vous avez la chance d'avoir déjà des premiers clients, il faut absolument capitaliser sur les clients que vous avez, qui est un capital, qui est le capital le plus précieux que vous avez. Alors, 2 points. Premièrement, comment augmenter le chiffre d'affaires réalisé avec vos clients? Vous avez déjà vos premiers clients, vous voudriez faire plus de chiffre d'affaires avec eux. Il faut tout d'abord vous assurer que votre client est satisfait, parfaitement satisfait. Donc, il faut soigner l'image de votre entreprise. Quand un client appelle, il faut être facilement joignable, il faut répondre rapidement, il faut répondre à tous ses besoins, il faut être disponible. Et il faut ensuite faire une prestation de qualité, hein, ça paraît évident, et vous assurer, quand votre prestation est terminée, que votre client est satisfait de votre prestation. Donc il faut absolument revenir vers votre client, que ce soit par mail, par téléphone, comme vous voulez, pour avoir un retour sur son niveau de satisfaction. Êtes-vous satisfait de votre prestation, de ma prestation? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus? Pour vraiment bien comprendre son niveau de satisfaction. Un client satisfait, c'est un client qui vous recommandera. Donc assurez-vous que votre client est parfaitement satisfait. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, corrigez le tir, essayez de rectifier la prestation pour qu'il soit très satisfait. Pour augmenter le chiffre d'affaires réalisé avec vos clients, c'est d'augmenter le panier moyen. Vous avez fait une prestation avec un client, vous lui avez vendu un produit ou un service d'une certaine valeur. Posez-vous la question de comment je peux augmenter la valeur de la commande. Est-ce que je peux dans mon offre upgrader, c'est-à-dire proposer des offres plus compliquées, plus sophistiquées, avec des options qui vont me permettre de monter la valeur? Si je vends un produit, quel service complémentaire je peux vendre pour enrichir mon offre en termes de formation, installation, service après-vente, etc. Si je vends déjà des services, quels sont les autres services que je peux vendre en complément pour enrichir mon offre? Autre moyen, augmenter la fréquence d'achat. Hein, si vous avez un problème, on l'a vu tout à l'heure, de récurrence, c'est-à-dire que votre client ne vous passe pas suffisamment commande, eh bien, regardez comment vous pouvez augmenter la fréquence d'achat. En communiquant beaucoup plus vers lui, hein, sur votre offre, sur les nouveautés, sur des prestations que vous avez réalisées, vous le tiendrez informé de votre actualité et donc vous serez présent à son esprit et il va penser à vous. Vous pouvez également mettre en place des systèmes d'espèces de cartes de fidélité ou de points à chaque fois qu'il vous achète une prestation qui donne lieu à une remise. Ou à chaque fois qu'il vous passe une commande, il a une récompense. Hein, les sociétés de VPC sont très fortes là-dedans. Mais même dans la prestation de service, hein, si un client me passe commande, je peux lui faire une récompense sous une forme ou une autre. Hein. Ça peut être une prestation offerte ou voilà, une option supplémentaire qui n'était pas incluse dans l'offre que je lui offre gratuitement, etc. Ensuite, il faut encourager votre client à passer commande. Au plus le processus d'achat sera simple, au plus votre client pensera à vous et passera facilement commande. Donc au plus vous pouvez simplifier pour votre client l'acte d'achat, au plus vous pouvez l'automatiser, au plus ce sera simple pour votre client de commander vos produits. L'exemple extrême, alors qui est basique, je reçois moi régulièrement un mail d'Epson qui me dit voilà, votre cartouche d'encre est probablement épuisée, il est temps d'en recommander une. Hein, puisqu'il suit ma consommation, il sait tous les combien j'en recommande. Et donc, je reçois le mail, il suffit que je clique sur la cartouche que je veux commander, que je clique pour valider ma commande, et la commande est passée. En 2 clics, j'ai passé ma commande de cartouche. Je paye sûrement un petit peu plus cher que si j'allais dans un hypermarché ou chez Top Office, mais la qualité du service le vaut largement. C'est un exemple basique, mais essayez de voir dans vos prestations comment vous pouvez chercher en rendant par exemple accessible sur votre site internet vos prestations et que si le client a besoin d'une prestation basique ou d'une formation, il puisse directement la commander en ligne ou remplir un petit formulaire qui puisse très rapidement vous permettre de revenir vers lui avec une offre.
Autre point important, pour augmenter le chiffre d'affaires réalisé avec vos clients, faites de vos clients des ambassadeurs en les faisant participer à une communauté de clients. Au plus vous sollicitez vos clients pour avoir leur feedback sur votre offre, pour vous aider à construire votre offre, pour vous aider à faire évoluer votre offre, au plus vous les solliciterez pour donner leur avis sur votre offre, au plus ils se sentiront proches de vous et auront envie de participer à votre évolution et de vous recommander. Donc, essayez de voir comment vous pouvez créer une communauté. Ça peut être tout simplement en ayant une page Facebook que vous allez animer, ou en ayant un groupe sur LinkedIn que vous allez animer, ou en ayant un blog sur lequel les gens peuvent interagir. Trouvez les moyens que vous pouvez mettre en place pour créer de l'interaction avec vos clients, pour les faire participer. Vous pouvez organiser des tables rondes, des focus clients. Il existe une multitude de moyens pour impliquer son client dans son activité, dans l'évolution de son offre, pour qu'il soit acteur de votre offre. Et enfin, vous pouvez élargir le périmètre géographique. Si vous avez par exemple un client dans un service donné, vous regardez s'il n'y a pas d'autres services qui peuvent être intéressés par vos prestations. Si vous avez un client sur un site donné, voyez s'il n'y a pas d'autres sites qui peuvent être intéressés par vos prestations. Si vous intervenez dans une filiale d'un groupe, voyez s'il n'y a pas d'autres filiales qui peuvent être intéressées par vos prestations, etc., etc. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes chez un client, prendre la place d'un concurrent. Vous travaillez avec un client, vous savez que votre client travaille avec un autre prestataire qui est un concurrent, eh bien, challengez votre client, challengez ce prestataire auprès de votre client. Posez-lui des questions sur les prestations que réalise ce concurrent, les points de satisfaction, mais également les points de non-satisfaction, pour voir si vous ne pourriez pas répondre plus favorablement aux points de non-satisfaction et pour prendre sa place. Et enfin, ce qui est important, c'est de suivre vos clients, d'analyser les données de vos clients, quel est leur potentiel d'achat, quel est le montant du chiffre d'affaires que vous faites avec eux, quand est-ce qu'ils vous passent commande, est-ce qu'il y a des fréquences particulières dans l'année, est-ce qu'il y a une saisonnalité de commande, quand ils ne vous ont pas passé commande, pourquoi, quels ont été les motifs du refus, analysez vos 20-80, les 20% de vos clients qui vont faire 80% de vos chiffres d'affaires. Suivez vos clients en termes de veille économique pour voir quels sont leurs projets, leurs évolutions qui peuvent vous amener de nouvelles opportunités. Donc passez du temps à analyser les données de vos clients. Établissez des contacts réguliers avec vos clients, je l'ai dit. Il faut absolument garder un contact permanent avec vos clients. On est au mois de janvier, les vœux de début d'année sont un excellent moyen d'avoir un nouveau contact avec tous vos clients, tous vos clients en portefeuille depuis le début, et de faire des vœux bien sûr personnalisés. Vous pouvez envoyer un simple mail pour leur dire tout simplement, voilà, comment s'est passée l'année 2016, quels sont tes projets en 2017. Moi je fais ça tous les ans, et il y a un certain nombre de gens qui me répondent, qui prennent plaisir à me dire un petit peu comment s'est passée l'année et puis quels sont leurs projets. Ça débouche derrière sur des déjeuners, sur des rendez-vous et sur des commandes forcément. Donc maintenez le contact régulier avec vos clients. Il faut que chacun de vos clients ait un contact avec vous, entende parler de vous au moins 2 fois par an. C'est un minimum. Et aujourd'hui, on a tous les outils pour. Et enfin, augmenter le chiffre d'affaires avec son client. Vous voyez comment vous pouvez mieux valoriser votre offre. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter la valeur de votre offre au niveau de la qualité de vos produits? Est-ce que vous pouvez vendre des prestations de formation, d'assistance, au niveau des délais d'appro? Est-ce que c'est important pour eux? Est-ce que vous avez vraiment des offres sur mesure pour augmenter la valeur? Et élargir votre offre, j'en ai parlé tout à l'heure également. Dernier point, comment conquérir de nouveaux clients grâce à vos clients existants? Voilà, j'ai un portefeuille de clients que j'ai travaillé pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Ce n'est pas suffisant. Comment je fais maintenant pour aller chercher de nouveaux clients? En m'appuyant sur cette ressource précieuse qui est mon portefeuille client. Eh bien, la première des choses, c'est d'être recommandé. C'est le moyen le plus facile pour vous d'avoir des nouveaux clients, c'est d'être recommandé. Donc, je vous invite à demander à chacun de vos clients, quand vous avez terminé la prestation, de vous donner le nom de 2 ou 3 entreprises qu'il connaît, qui sont susceptibles d'être intéressés par votre offre, que vous pouvez appeler de sa part et auprès de qui il va vous recommander. Ça ne marche pas à tous les coups, ça serait trop facile, mais vous serez surpris, il y a un certain nombre de clients qui acceptent bien volontiers de vous recommander, de vous donner des contacts. Vous pouvez les qualifier un petit peu avec ce client-là, et ensuite vous obtiendrez très facilement un rendez-vous.
Donc ça, vraiment, bouche à oreille client, utilisez-le. Et une fois que la prestation est terminée, vous pouvez, 6 mois après, 1 an après, redemander des recommandations à votre client. À chaque fois qu'il pourra le faire, il le fera. Demandez également des témoignages à vos clients. Hein. À chaque fois que vous faites une prestation chez un client, demandez-lui d'écrire un témoignage. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre déjà de comprendre en quoi il est satisfait de votre offre. Il va peut-être vous parler de choses auxquelles vous n'avez pas du tout pensé, mais qui sont importantes pour lui, en termes de critères d'évaluation. Donc ça va vous donner de l'information qui va enrichir votre argumentaire. Et ensuite, ces témoignages, c'est un outil de promotion de votre offre qui est aussi important que votre offre elle-même. Souvent, les prospects accordent beaucoup d'importance aux témoignages parce qu'ils s'identifient à vos clients et ils se disent bah, « Tiens, il me ressemble ce client-là, il a les mêmes caractéristiques, il avait la même problématique que moi, donc si lui est très satisfait, il y a de fortes chances que moi aussi je sois satisfait. » Donc, essayez d'avoir le maximum de témoignages que vous mettez après sur vos sites internet, sur votre blog, sur vos réseaux sociaux, dans les emailing. Exploitez cette matière-là. Moi, j'ai des clients régulièrement qui m'appellent, enfin des prospects qui m'appellent en me disant « Tiens, j'ai lu tel témoignage, je ne savais pas que tu faisais ça, j'ai découvert que tu faisais ça, ben moi j'ai un besoin, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et j'ai signé des clients uniquement grâce à des témoignages. Et c'est très très facile à faire. Les clients satisfaits le font bien volontiers. Et ça vous montre en même temps le degré d'attachement de votre client par rapport à vous. Solliciter des mises en relation, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, avec les différents niveaux. Utilisez les réseaux sociaux pour savoir avec qui sont en contact vos clients et quels sont parmi leurs contacts directs les prospects potentiels ou les personnes qui vont vous pouvoir mettre en relation avec des prospects potentiels. Et enfin, suivez vos interlocuteurs. Quand vous avez un interlocuteur privilégié dans une entreprise, d'accord, avec qui vous avez signé une commande, eh bien, régulièrement, dans toutes les entreprises, les interlocuteurs changent d'entreprise ou changent de service. Ce n'est pas parce qu'ils démissionnent que le client il est perdu. Vous allez chercher tout de suite à rentrer en contact avec le nouvel interlocuteur chez votre entreprise cliente, mais vous allez surtout suivre ce qui est devenu votre interlocuteur. Il a changé d'entreprise, il y a de fortes chances que l'entreprise dans laquelle il est rentré soit également un prospect. Parce qu'en général, les gens, quand ils changent, c'est souvent dans des secteurs d'activité similaires, dans des entreprises qui ont la même activité, parce qu'ils ont une expertise à valoriser. Et donc, suivez vos interlocuteurs et reprenez très vite contact avec eux dans leur nouvelle entreprise, parce que ça va être un nouveau prospect. Et s'ils ont été satisfaits de votre prestation, il y a de fortes chances qu'ils re-signent avec vous pour la nouvelle prestation. Il faut ensuite identifier les communautés de votre client. Hein. La démarche réseau, la démarche recommandation, la démarche différents niveaux. Quelles sont les communautés que fréquentent vos clients? Quels sont les clubs dont il fait partie? Quels sont les réseaux qu'il fréquente? Une fois que vous avez identifié ces communautés, vous pouvez poser la question à votre client. Hein, quel club vous fréquentez? Quels sont les réseaux dans lesquels vous allez? Quels sont ceux qui vous intéressent le plus? Vos clients vont vous citer un certain nombre de réseaux. Vous allez identifier les réseaux qui vous paraissent intéressants et vous allez du coup prospecter ces réseaux en priorité. Vous allez chercher à être invité par votre client à une réunion de ce réseau. Vous allez chercher à obtenir l'annuaire des membres de ce réseau-là. Vous allez les contacter de la part de votre client puisque tous les membres le connaissent très bien. Et donc c'est un superbe moyen d'accélérer le phénomène de micro-cible, c'est-à-dire d'identifier toutes les entreprises qui appartiennent à une même cible parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Et enfin, vous devez connaître l'écosystème du client parce que l'écosystème du client, c'est autant d'opportunités nouvelles pour vous. Quels sont ses clients? Quels sont ses fournisseurs? Quels sont ses partenaires? Parmi tous ces acteurs-là, il y a des prospects potentiels. Et la mise en relation sera très facile, puisque ce client étant en contact avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, il pourra très facilement vous mettre en relation avec eux si il y a un intérêt pour vous à être mis en relation. Et enfin, suivez l'évolution de vos clients. Les entreprises évoluent en permanence. Est-ce que votre client ouvre de nouveaux sites, ouvre de nouvelles agences, ouvre de nouveaux magasins, se réorganise, a des projets d'investissement, a des projets de réorganisation? Suivez l'actualité de votre client à travers une veille économique que vous allez mettre en place. Sur Internet, il y a un certain nombre de revues, Journal des entreprises, La Gazette, je cherche le nom, 1921, là, ça s'appelle comment
121. Eco 121, voilà. Il existe une multitude de supports qui vont vous permettre d'avoir plein d'actualités. La voix Eco, voilà, plein d'actualités sur les entreprises qui vont vous permettre d'avoir des alertes sur les éléments importants. Par rapport à la notion de gestion du temps, qui est un sujet très large, la réponse, elle est déjà dans ta question, à savoir que si au niveau de votre marketing de l'offre, il n'est pas suffisamment abouti, vous allez vous disperser. Si vous avez une offre qui est trop large, une cible qui est trop large, vous allez vous disperser. Donc le premier travail à faire, si les personnes disent « voilà, je n'ai pas suffisamment de temps », c'est de bien retravailler l'offre et la cible pour bien cibler vos actions commerciales. Ensuite, le deuxième conseil, c'est en termes de moyens de prospection. On a vu qu'il existe une multitude de moyens de prospection. On ne peut pas tout faire, donc il faut faire des choix. Je vais choisir tel moyen de prospection, okay, je vais le tester, je vais en démarrer un deuxième, je vais le tester, un troisième, je vais le tester. Et puis progressivement, je vais voir les moyens de prospection qui sont les mieux adaptés. Et donc, je vais me concentrer sur les quelques moyens de prospection qui vont me permettre d'optimiser ça. Ensuite, en termes de gestion du temps, il faut planifier ses actions. C'est-à-dire que dans son agenda, même si par exemple on est tout le temps en prestation, tout le temps en production, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire du commercial parce qu'on a des prestations à réaliser, il faut absolument se réserver dans son agenda, moi je dis l'équivalent d'une journée, d'accord, consacrée à la prospection commerciale. Alors une journée c'est 8 heures, ça peut être un petit déjeuner de 7h30 à 9h, ça peut être un déjeuner avec un prospect, ça peut être un after work de 19 à 21, mais il faut l'équivalent d'une journée par semaine pour continuer à entretenir vos réseaux, pour relancer tous vos prospects, tous les devis en cours, pour continuer à maintenir la relation avec vos clients. Si vous menez des actions bien précises, du style prospection téléphonique, il faut vous bloquer un créneau horaire dans votre agenda en disant voilà, je souhaite consacrer 4 heures par semaine, je me bloque le mardi matin consacré à la prospection téléphonique. Je décide de faire 2 réunions réseau par semaine, donc je vais choisir les réseaux auxquels je vais aller et je me bloque dans mon agenda ces 2 réunions réseau par semaine. Et après, j'en ai parlé également, pour optimiser son temps, si le temps est compté, il faut optimiser ses rendez-vous. Et donc plutôt que d'aller faire des rendez-vous tous azimuts, on ne sait même pas pourquoi on va au rendez-vous, on ne sait même pas ce qu'on cherche, et puis on ne suit absolument pas le rendez-vous derrière, il faut cibler ses rendez-vous. À chaque rendez-vous, il faut qu'on sache quel est l'objectif du rendez-vous, pourquoi je prends ce rendez-vous, quel est mon objectif, qu'est-ce que j'en attends, et après le rendez-vous, de mesurer si l'objectif a été atteint ou pas. Qu'est-ce qui fait que j'atteins mon objectif ou pas, et en quoi ce rendez-vous me permet d'avancer vers mes clients pour le développement de mon chiffre d'affaires. Donc optimiser ces rendez-vous et ne pas aller à des rendez-vous qui ne vont rien vous apporter en termes de business. Alors vous pouvez avoir bien sûr des moments de convivialité, vous pouvez déjeuner, passer des bons moments avec des collègues, c'est important aussi en termes d'échanges de pratiques, etc., d'échanges d'expériences, mais dans la démarche commerciale, ciblez vos réseaux, ciblez vos rendez-vous pour aller vraiment à l'essentiel. Il vaut mieux avoir peu de rendez-vous, mais bien ciblés, bien qualifiés en amont, plutôt que des rendez-vous tous azimuts.